Bonjour et bienvenue à tous pour notre série Plein feu, améliorer les soins à domicile pour les personnes aînées et les proches aidants. Il est à noter que cette session va être enregistrée. Nous sommes ravis de pouvoir vous offrir une interprétation simultanée en français pour cette session. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, sélectionnez le bouton français au bas de votre écran. Les participants anglophones peuvent avoir les sous-titres en direct pendant la session en appuyant sur le bouton CC Show Captions au bas de votre écran. Il y a également des sous-titres qui sont auto-générés et qui sont en français, qui sont disponibles également sur pour cette session. Vous allez également dans Show Captions, vous appuyez sur la flèche et vous sélectionnez le français. Si à tout moment vous avez besoin d'aide pendant ce webinaire, vous pouvez vous adresser à notre soutien technique via le clavardage. Bonjour à nouveau, je suis Tania MacDonald, je suis directrice des initiatives stratégiques et de l'engagement à Excellence en Santé Canada et je suis ravie d'être votre hôte aujourd'hui. L'ESC, c'est une nouvelle organisation qui a été lancée en 2021 et qui se centre sur l'amélioration des soins de santé pour tous au Canada. Les séries Plein feu nous permettent d'avoir des discussions constructives, d'explorer des solutions pour faire en sorte que les améliorations soient durables, qu'on améliore la qualité, la sécurité des soins dans tout le pays. Aujourd'hui, notre titre est Améliorer les soins à domicile pour les personnes aînées et les proches aidants. Avant de commencer, je voudrais reconnaître que je tiens ce webinaire aujourd'hui depuis le territoire non cédé des Algonquins et des Anishinaabe, que l'on connaît également sous le nom de Ottawa, Ontario. Je suis reconnaissante de pouvoir vivre dans cet endroit magnifique et de pouvoir profiter de la nature qui m'entoure au quotidien. Nous vous invitons à partager vos questions, vos commentaires en utilisant le clavardage aujourd'hui. Vous pouvez utiliser l'anglais ou le français. On fera de notre mieux pour répondre à tout le monde et on vous encourage également à partager, à répondre aux questions également dans le clavardage si vous le souhaitez au fur et à mesure de la session. Alors même que nous entrons dans le vif du sujet, nous voulons nous assurer que nous avons un environnement qui soit un environnement bien-être parce qu'on reconnaît que le sujet peut être difficile pour certains. On a donc mis dans le clavardage des ressources parce que c'est toujours plus facile de s'adresser à quelqu'un pour avoir de l'aide lorsqu'on sait à qui s'adresser. Je vais à présent vous présenter nos participants. Je vous invite en même temps à vous présenter dans le clavardage et éventuellement à nous faire également une reconnaissance territoriale pour nous dire d'où vous venez. Alors aujourd'hui, nous avons Janice Keefe, qui est professeure titulaire et présidente du département des études familiales et de gérontologie à l'Université Mont-Saint-Vincent. Notre panéliste suivant s'appelle James Gennaro. Il est directeur des politiques et des relations gouvernementales au Centre canadien pour des soins d'excellence. Ensuite, nous avons Paul Holyoke, qui est vice-président de la recherche et de l'innovation au Centre de recherche SE Health. Et également de SE Health, nous avons Jane Vaugh, qui est assistante sociale et gestionnaire des programmes pour les proches aidants. Bienvenue à vous tous. On va passer maintenant à notre conversation. Notre première question est adressée à Janice. Quels sont les besoins pour améliorer les soins à domicile pour les adultes aînés aujourd'hui, les personnes aînées aujourd'hui? Janice est en train de chercher son micro. Est-ce que vous voulez qu'on se présente ou on y va? Oui, vous pouvez parler un tout petit peu de vous si vous voulez, hein, ou alors vous pouvez entrer dans le vif du sujet. Oui, alors comme l'a dit Tania, je suis donc à l'Université Mont-Saint-Vincent. Je travaille dans le domaine de la santé depuis un moment puisque j'ai commencé ma carrière dans les soins de santé publics comme coordinateur de soins. Ensuite, j'ai fait une thèse principalement sur les proches aidants, mais également je me suis intéressée au niveau du système et au niveau des travailleurs également. Pour ce qui est des besoins d'amélioration, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin d'avoir davantage de cohérence, euh, une meilleure cohérence dans les compétences de nos travailleurs avec des formations standardisées. Et puis pour le client également, plus de cohérence. Par exemple, que ça soit tout le temps le même travailleur qui vienne et pas forcément qu'il y ait une rotation d'individus. On a également besoin d'avoir une navigation plus facile dans le système. Le système est très complexe, hein, qu'il s'agisse de l'hôpital, des soins à domicile, d'un besoin peut-être d'autres types de soutien. Et puis,
il y aurait besoin de plus d'options locales, peut-être associatives. La pandémie a bien montré que beaucoup de gens étaient très isolés, ils sont devenus également très isolés, donc il faut penser non pas seulement à fournir des services dans les grands centres très centralisés et urbains, mais comment est-ce qu'on peut aller également dans toutes les provinces, dans les communautés plus rurales, plus locales, pour que tout le monde s'engage. Et enfin, je sais qu'on va en parler plus avant puisqu'on a des experts ici comme Jane, mais il faut vraiment aider les proches aidants, reconnaître qu'ils ne sont pas tous les mêmes, leurs besoins ne sont pas tous les mêmes. Il y a toute une variété de besoins et les clients, bien sûr, ne sont pas les mêmes également. Certains clients ils ont besoin peut-être d'aide à la maison, mais quelque chose d'un petit peu moins soutenu que d'autres qui ont vraiment besoin d'une présence beaucoup plus forte. Donc, voilà. Et savoir si donc les adultes aînés ont bien des proches aidants qui sont là, qui sont là pour les aider. Est-ce que la famille va être là? On sait que ce n'est pas toujours possible. Donc voilà, ce sont toutes les choses qu'il faut mettre sur la table. Je vais m'arrêter ici et je vais laisser mes collègues prendre la suite. Oui, merci. Paul a levé la main. Paul, on va s'adresser à vous, peut-être une petite présentation et puis vous pouvez nous parler donc du sujet. Paul, il faut que vous allumiez votre micro. Très bien. Merci beaucoup, Tania et Janice. Je rejoins ce que vous avez dit. Moi, je suis vice-présidente de la recherche et de l'innovation à SE Health. Il s'agit d'une entreprise à but non lucratif qui est principalement centrée sur les soins à domicile, mais qui travaille également dans d'autres domaines des services de soins. Et je suis donc chercheur à SE Health et on constate un certain nombre de problèmes qui peuvent émerger lorsqu'on parle de soins à domicile. Une chose qu'on a remarquée, et je pense aux améliorations possibles, donc une chose qu'on a remarquée, c'est que lorsqu'on parle des soins à domicile, on parle souvent des soins pas chers, peu coûteux. Et on pense que c'est un mauvais point de départ parce que ça veut dire qu'il va y avoir plein de besoins auxquels on ne répondra pas. On sait que 30 à 40 % des gens, en fait, ont des soins à domicile qui ne répondent pas à leurs besoins dans le pays. Et puis, pour rebondir sur ce qu'a dit Janice, ces options peu moins coûteuses, ça vient du fait qu'on s'appuie principalement sur les proches aidants. Ils sont là, ils sont à la maison, c'est gratuit d'un point de vue finances publiques, donc on s'appuie principalement sur eux. Donc on a, nous, examiné 200 000 receveurs de soins en Ontario. On s'est vraiment penché sur leurs besoins plutôt que sur ce que le système leur fournissait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins qui n'étaient pas remplis. On a demandé ensuite aux proches aidants, aux personnes aînées, qu'est-ce qu'il faudrait pour répondre à ces besoins. Et on a eu un certain nombre d'éléments qui sont pertinents aujourd'hui. Il y a plein de besoins auxquels on peut répondre de différentes manières. Et avant tout, les proches aidants doivent avoir de l'aide. Ça rebondit sur ce qu'a dit Janice. Les professionnels des soins doivent faire partie de l'équipe de soins qui s'adresse aux adultes aux adultes aînés. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un parfois qui prenne le relais des proches aidants et que ça pouvait être fait par une équipe qui serait là pour soutenir, pour aider le proche aidant. Un système de soutien pour les proches aidants. Voilà ce que je voulais dire et je vais passer la parole à mes collègues, mais il y a vraiment matière à améliorer. Alors, Jane, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole à présent, présenter rapidement et rebondir sur ce qui a été dit. Oui, bien sûr. Alors, pendant 14 ans, j'ai été assistante sociale, travaillant directement à la maison avec des personnes aînées qui avaient des soins à la maison. Et à présent, je travaille presque uniquement avec les proches aidants. Et j'ai envie de dire oui, 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 je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit Janice et Paul. Une chose que j'ai remarquée, c'est que pendant 14 ans,
la plainte principale des familles, c'était le manque de continuité. Et donc ça, c'est un problème de longue date, hein, et avoir en fait des équipes stables qui viennent intervenir à domicile. Ça, c'est une plainte qu'on entend tout le temps. Et puis, il ne faut pas avoir une approche taille unique, une approche unique pour tout le monde. Paul l'a dit, les besoins sont très nuancés, les situations des personnes aînées, des clients, des proches aidants sont différents. Donc, il faut faire du cas par cas parce qu'on est vraiment sur un éventail de personnes et il ne faut pas avoir une approche qui soit la même pour tout le monde. Je vais m'arrêter. Alors, James, je vous passe la parole maintenant pour que vous apportiez une conclusion à cette question, puis vous pouvez vous présenter également. Oui, alors c'est une excellente question de départ et je suis d'accord avec les autres panélistes. Moi, je suis donc au Centre canadien pour des soins d'excellence et notre approche, c'est de regarder les deux côtés de l'équation. On a les proches aidants, la famille, les voisins, les toutes les personnes qui en fait sont des proches, sont dans une relation émotionnelle avec le client. Et de l'autre côté, on a l'équipe professionnelle, médicale. Et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Si on veut que ça fonctionne, il faut que les deux bouts travaillent main dans la main. Et nous, notre rôle, c'est que de rendre les choses le plus facile possible pour les proches aidants, parce qu'ils font le travail, en fait, ils sont au front, hein, tous les jours, ils font le travail quotidien. Il faut faire en sorte que accéder à l'équipe médicale, ça soit plus facile pour les proches aidants. Les proches aidants nous disent constamment à quel point c'est difficile de naviguer dans le système, de frapper à la bonne porte. On est obligé de raconter la même histoire 5 fois. Et puis, on s'entend dire que on a droit que à une toute petite somme d'allocation ou une aide qui ne convient pas. Et donc, les proches aidants, en fait, se disent, mais enfin, pourquoi est-ce que je me suis donné la peine? Ça ne valait pas la peine vu le soutien que j'ai reçu de l'autre côté. Donc, ce côté navigation dans le système, c'est essentiel. Et effectivement, comme ça a été dit, il n'y a pas d'approche unique. Les gens sont déjà débordés par le travail qu'ils doivent faire auprès de leurs proches tous les jours. Moi, j'ai mon grand-père qui, je crois, à la fin de sa vie, avait 8 personnes qui se relayaient à ses côtés tous les jours, hein. Et la coordination, déjà, c'est un travail absolument énorme. C'est quasiment un travail à plein temps. Et en plus, il y a les autres choses que doivent faire tous les proches aidants. Donc, améliorer, faciliter la navigation aux soins du système, ça, c'est essentiel. Merci beaucoup pour ces réflexions, James. Ça fait une très bonne transition pour la question suivante qui sera à Paul. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que améliorer l'accès à des soins adaptés et comment est-ce qu'on peut faire la transition vers comment est-ce que les transitions dans le système ont un impact sur la qualité et la sécurité? Oui, je vais commencer par un point un peu plus personnel. Moi, j'ai été proche aidant de 2 personnes aînées, 3, pardon, 2 sont décédées pendant la pandémie et une est encore avec nous. Et en lien avec mes recherches, je me suis rendu compte que mon rôle de proche aidant a changé. J'étais le fils de la personne dont je m'occupais. Je suis devenue ensuite le proche aidant. Ensuite, je suis devenue un visiteur dans la maison où vivait ma maman. Et à présent, je suis un ajout à son système de soins. Et cette transition à laquelle j'ai dû faire face reflète la transition auquel ma maman a dû faire face elle-même. Et lorsqu'on y réfléchit, qu'on se demande comment on pourrait améliorer cette transition et comment améliorer la qualité de vie des proches aidants, mais également des clients, il y a une chose qu'on se dit, notamment lorsqu'on parle par exemple de démence. Il y a des proches aidants qui vivent avec des personnes qui souffrent de démence. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut apporter qui pourrait améliorer les choses? Alors, on entend que les proches aidants ont des outils qui sont disponibles.
la relation entre eux et la personne aînée, c'est quelque chose qui se négocie entre eux, mais la relation entre le proche aidant et l'équipe médicale n'est pas toujours très claire. Donc, on a développé quelque chose pour que le proche aidant pour que le proche aidant et les fournisseurs de soins médicaux puissent échanger davantage au quotidien, puissent avoir des interactions, échanger des informations et que le fournisseur de soins médicaux soit au courant des petites choses que savent, par exemple, les proches aidants. Par exemple, elle a dit ça, mais ce qu'elle veut dire, c'est ça. Donc, cette interaction est importante. Ça permet de résoudre le problème de la transition, justement, cette transition dans les rôles qu'on joue, dans le statut du patient, et puis donc le rôle également du proche aidant et du fournisseur de soins. Excellente réflexion également, hein. Tout ça est aussi une question de relation entre les gens. Janice, c'est à vous. Oui, c'est une excellente idée, effectivement, avoir ce petit registre qu'on peut mettre en place pour améliorer la communication entre le proche aidant et le fournisseur de soins médicaux. Qu'est-ce qui a bien marché aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, améliorer la communication entre eux. Et c'est vrai que nous, en tant que travailleurs, ça nous permet bien sûr de faire un meilleur travail. Mais alors, autre chose au sujet de la transition, en Nouvelle-Écosse et au Manitoba, on s'est penché sur 10 000 différents patients de maisons de retraite. On les a suivis pendant une période de temps et en voyant comment ils interagissaient avec le système de santé pour voir où étaient les lacunes, les problèmes. Et reconnaître que lorsque quelqu'un va à l'hôpital et ensuite ressort, est-ce que le soin à domicile s'est amélioré, a augmenté? Donc, faire le bilan des changements, en fait, dans leurs besoins de santé et dans la transition qui est nécessaire. Est-ce qu'ils ont accès à un spécialiste approprié? Est-ce qu'on les a référés à des spécialistes selon ce qui s'est passé et qui les a envoyés à l'hôpital? Donc, c'est vraiment important à ce niveau local, comme l'a dit Paul, mais également au niveau du système, d'avoir ces systèmes de vérification qui permettent de suivre les gens et de s'assurer que la planification des soins soit revue, soit réactive pour pouvoir répondre aux besoins qui ont pu être en fait générés par une hospitalisation, des nouveaux besoins. Absolument. Janice, James, c'est à vous. Oui, merci. Alors, ici, au Centre canadien des soins d'excellence, on a fait un rapport au mois de novembre. Ça s'appelle Giving Care, prodiguer des soins. Vous pouvez le trouver sur notre site Internet. Peut-être que le lien peut être partagé dans le clavardage. Et on parle notamment de quelque chose dont parlait Janice. Il faut garder à l'esprit que, en fin de compte, il s'agit de gens qui ont des problèmes, des difficultés, des choses difficiles dans leur vie. Donc, lorsqu'on a une personne qui a besoin de soins dans le bureau du médecin, dans le cabinet du médecin, qui a besoin de visites régulières, oui, bien entendu, l'attention des professionnels médicaux doit être sur le patient, sur la personne qui reçoit les soins, mais pourquoi pas également avoir une conversation automatique avec le proche aidant qui est là aussi. Parce que personne ne saura mieux que le proche aidant ce qu'est la réalité du patient à la maison, euh, ce dont ils ont besoin, mais également ce dont le proche aidant a besoin pour pouvoir fournir des soins essentiels aux patients. Et souvent, les proches aidants n'ont pas beaucoup de temps pour pouvoir faire des rapports, heu heu, avoir des interactions quotidiennes. Mais par contre, on a peut-être 5 minutes à la fin du rendez-vous avec le médecin où on peut avoir cette conversation. Hem Et si
l'équipe de soins fonctionne bien, le médecin doit avoir en principe la possibilité de faire des références, de s'adresser à des équipes pour pouvoir activer immédiatement ce dont le patient, le proche aidant a besoin, plutôt que de devoir faire des demandes à travers le système, etc. On s'est penché également sur les différentes pratiques dans le monde, et dans ces situations, il y a parfois ce qu'on appelle l'évaluation obligatoire des proches aidants. Et on a également des recherches là-dessus, si ça vous intéresse. Oui, je voulais rebondir et dire que souvent, on a besoin d'encourager en fait les patients et les proches aidants à rester en contact régulier, parce que souvent, le médecin n'est pas très bien intégré en fait dans le système de soins. Et ce qui peut être utile là-dessus, c'est que le médecin ou l'infirmière peut peut faire du plaidoyer également pour le client et la famille. J'ai vu des gens qui recevaient un système de soutien bien plus efficace parce que le médecin s'en était mêlé. Et les proches aidants également doivent s'exprimer. Je les encourage vraiment. Il faut dire ce dont vous avez besoin et parler très honnêtement de l'impact de ce que vous faites sur vous-même. Alors pour rebondir donc sur tout ça, quel soutien peut être fourni dans l'environnement du patient pour avoir cette sécurité psychologique des clients et des proches aidants, pour justement leur permettre d'avoir ces conversations, d'avoir accès aux soins dont ils ont besoin, alors justement qu'ils doivent naviguer au sein du système? Jane, oui, je vais commencer par vous. Oui, je pense que l'idéal, c'est d'avoir une gestion de cas assez intensive qui relie le soin à domicile avec le médecin de famille, l'infirmier et tous les autres systèmes, les hôpitaux, les maisons de retraite, les maisons de soins à long terme. Alors c'est vrai que, on l'a dit, hein, les clients sont souvent seuls pour gérer tout ça. On ne peut pas taper sur Google et obtenir la réponse. Mais voilà, de la gestion de cas, le cas par cas, c'est important de dire voilà quels sont les services disponibles et retirer les obstacles qui empêchent d'utiliser ces services. Ça, ce serait à mon avis une amélioration dans les soins. Janice? Oui, c'est effectivement important, et je vais ajouter un peu pour ma paroisse que moi et mes collègues, on a développé quelque chose qu'on appelle réalité, besoins et attentes des proches aidants, et qui est une évaluation des besoins des proches aidants. Donc, ça, c'est parallèle à ce que dit Jane hein, sur les gestions de cas. Ça revient à ce qu'on a dit au départ. Les proches aidants sont des individus uniques, et ce qui fonctionne pour vous ne fonctionne peut-être pas pour moi parce que je n'aurai pas les mêmes besoins. Donc, il faut avoir une conversation avec les proches aidants et voir en tant que société ce qu'on peut faire pour pouvoir les soutenir. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Et puis l'autre point, c'est leur permettre d'avoir de la flexibilité dans la façon dont les services sont fournis. On a 2 heures, par exemple, pas seulement on a 2 heures pour tout faire. Et puis, en même temps, on a besoin de plus de politiques qui soient adressées aux proches aidants et pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut retirer des choses aux clients, mais sans le proche aidant, toute la situation ne la situation ne fonctionnera pas. Donc, on a besoin également de reconnaître que les politiques hein, qui sont mises en place ça, sont importantes. Par exemple, ça peut toucher le lieu de travail, ça peut être les services publics, ça peut être des aides financières, ça peut être de la coordination, de la formation. Il faut qu'on ait ces services comme une sorte de paquet de bienvenue. Hein. Voilà les options
qui s'offre à vous. Voyons ce dont vous avez besoin maintenant parce que, comme l'a très bien dit Paul, vos besoins vont changer au fur et à mesure. Il faut comprendre ce que ça veut dire que d'être un visiteur alors qu'avant, on était proche aidant. Tout ça, c'est important. Et je m'arrête là. Merci pour ces réflexions, Janice. Paul, c'est à vous. Merci, Janice. Vous m'amenez à penser que un des problèmes principaux dans les soins à domicile, c'est que on, on, on compartimente un peu. C'est-à-dire qu'on a des soins qui sont apportés les uns à la suite des autres, mais je pense que ce qui est important, c'est de créer cette sphère de soins qui va être flexible et qui va pouvoir être partagée entre toutes ces personnes qui ont le même objectif. Et effectivement, un des problèmes principaux en termes des politiques, c'est le financement. Est-ce qu'on parle de procédure ou est-ce qu'on parle de soins à une personne? Le soin à domicile, c'est la situation idéale. On a en fait des fournisseurs de soins médicaux qui font vraiment partie de la vie des patients. Donc c'est là qu'on voit vraiment la vie du patient. Et si on voit comment le patient vit et qu'on arrive à mettre en place des financements qui permettent aux patients de mieux vivre cette vie, alors vraiment, on améliore les choses. Ça, c'est un problème de politique publique. Il y a des situations au Canada où il y a justement des financements qui permettent d'avoir une approche périodique, flexible des soins, mais c'est assez limité. Et comme j'ai dit au début, la possibilité de créer un cercle de soins plus large que simplement l'infirmière et le proche aidant, d'inclure peut-être le kinésithérapeute, peut-être le coiffeur, pourquoi pas le médecin. Enfin, pour créer tout ça, le financement, évidemment, c'est essentiel. Alors, Jane, je sais que vous avez levé la main. Je vais juste donner la parole à James et puis ensuite, je reviens vers vous. James, à vous. Merci. J'ai plein de choses à dire. Ce qu'on dit souvent ici au Centre canadien des soins d'excellence, c'est que on est sur la nouvelle. Le financement, c'est la prochaine frontière, ce dont on doit s'occuper pour plein de raisons, notamment pour ce qu'a dit Janice. Rien de tout ça n'arrive de rien. On a l'équipe de soins, les proches aidants qui entourent le patient, mais en même temps, vous êtes également un travailleur, un citoyen, vous êtes quelqu'un qui a besoin de faire les courses, vous devez payer les factures. Votre vie, en fait, ne s'arrête pas quand vous devenez proche aidant. Donc, une réponse responsable en termes de politique publique, ce serait de reconnaître que c'est quelque chose qui se produit tous les jours, qu'il y a ici matière à ce que le gouvernement s'implique pour que ça soit plus facile pour les gens d'être proches aidants, d'assumer ces responsabilités, en plus des responsabilités qu'ils ont par ailleurs. C'est vrai que moi, je me suis penchée sur la Scandinavie et le Royaume-Uni. Leur approche, c'est on ne va pas vous mettre dans des catégories. Comment est-ce que vous êtes pour savoir de qui vous occupez? Est-ce qu'on est sur de la démence, un enfant qui souffre de handicap, une personne aînée? On dit simplement, voilà, vous êtes un proche aidant, voilà tout un panier de soutien, voilà ce qu'on peut vous fournir. Et d'ailleurs, au Royaume-Uni, on a environ 400 livres par mois inclus dans ce paquet pour aider les proches aidants. Et une fois que vous faites partie du système, c'est bon, vous n'avez pas besoin constamment de re-remplir des formulaires, des papiers. Pour moi, c'est la seule approche logique pour que les choses soient plus faciles pour les gens, c'est d'aller les chercher là où ils sont avec des politiques publiques appropriées qui reconnaissent qu'ils sont dans une situation difficile à la fois maintenant et pour l'avenir. Jane, à vous pour conclure sur cette question-là.
Oui, je suis complètement d'accord, James. Et en termes de contexte, je pense qu'il faut effectivement prendre en compte les déterminants sociaux de la santé, à la fois pour le client et les proches aidants. On a le logement, le système d'allocation sociale. Et est-ce qu'ils sont d'accord pour que des soignants viennent chez eux? Toutes ces questions-là. Très rapidement, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, je vous en prie. Oui, vous avez parlé des déterminants sociaux de la santé. Il y a des recherches qui émergent en provenance des États-Unis et du Royaume-Uni qui commencent à parler justement du fait d'être proche aidant comme un déterminant social, justement. En fait, disant que le fait d'être proche aidant, ça a un impact sur votre santé à vous, au même titre que votre statut économique, par exemple. Donc, c'est intéressant de se pencher sur ces recherches émergentes. Oui, tout à fait, James, c'est tout à fait intéressant. Effectivement, il faut se pencher là-dessus. Donc, alors, on a parlé du parcours des soins, de la transition. Paul, comment est-ce que le système de soins à domicile interagit ou pas avec les différentes parties du système de santé, toujours dans l'optique de cette idée de transition et en fonction de vos propres recherches? Oui, alors dans l'ensemble, donc on a parlé des différents piliers, des différents silos du système de santé. Et il reflète les financements qui sont accordés à tel ou tel volet de la santé. Mais ça ne reflète pas l'intégralité de l'expérience de quelqu'un. Et il y a des pays où effectivement il y a eu des décisions conscientes de faire le lien entre les maisons de retraite et les hôpitaux, par exemple, que la transition entre les deux soit beaucoup plus facile et que les soignants, par exemple, soient les mêmes. Et ça permet justement une transition beaucoup plus douce. Et là, on se centre sur la personne et non pas sur le système. Et de ne pas dire, par exemple, bon, maintenant vous êtes à l'hôpital, c'est plus moi qui m'occupe de vous, vous n'êtes plus de ma responsabilité. Une fois encore, il ne faut pas avoir une approche systématique, mais une approche intentionnelle. Un élément intéressant qui émerge en Ontario, et on ne sait pas si ça va être durable, c'est intégrer le soin à domicile au sein de la médecine générale, afin que le médecin de famille ne soit pas isolé de ce qui se passe à la maison et que ce qui se passe à la maison soit lié également au médecin de famille. Et le médecin de famille également va pouvoir avoir son mot à dire lorsque le patient est à l'hôpital. Euh, alors, cette intégration, euh, c'est très intéressant parce que le médecin de famille a cette connaissance de la vie tout entière du patient, il le connaît bien, alors qu'un séjour à l'hôpital, c'est beaucoup plus bref. Donc je pense que c'est très prometteur pour avoir plus de liens. Je ne sais pas si d'autres panélistes ont noté du potentiel de ce côté dans d'autres endroits. Là, je suis peut-être un peu optimiste, mais en tout cas, je pense que vraiment, authentiquement, c'est un élément qui peut permettre de créer du lien au sein du système. Et pour reprendre ce qu'a dit James, s'assurer que les services aux gens soient les bons. Oui, c'est très bien de se centrer sur ces petites poches d'amélioration. On n'en parle pas suffisamment. James, je crois que vous avez la main levée. Je vous passe la parole. Oui, merci Tania. Effectivement, par rapport à ce qu'a dit Paul, j'ai un exemple en Ontario. On est au milieu d'une transformation pour l'équipe de soins d'Ontario, OHT, pour avoir un modèle régional de soins. On a donc un OHT qui est mené par un grand acteur du système, par exemple un hôpital ou une maison de retraite, plutôt que par une institution gouvernementale. Et dans certaines parties de l'Ontario, ça commence à être déployé. Vous l'avez dit, Paul, il y a cette intégration autour du patient,
médecins, par exemple, de la maison de retraite et de soignants professionnels ou bénévoles. Et ça, même si c'est tout le début, ça permet à tous les fournisseurs de soins d'être à la même table, de pouvoir cartographier le parcours de soins. Et je pense que ça, c'est une amélioration qui peut peut-être apporter des résultats. Très bon exemple, hein, effectivement, d'une intégration qui se produit au niveau local. Merci beaucoup. Et justement, puisqu'on parle de ce qui fonctionne ou de ce qui pourrait fonctionner, Jane, lorsqu'on est sur la transition vers les soins longue durée, est-ce que vous avez des exemples de choses qui, d'après vous, fonctionnent? Il y a sûrement toujours matière à amélioration, mais on est à l'écoute de vos conseils, hein, toujours en parlant de transition. Oui, je pense que autrefois, je pense que je suis assez âgée pour pouvoir dire ça, on avait plus de services en fait à domicile. Par exemple, le ménage, c'était un service qui était disponible. Et moi, j'ai énormément de clients qui me disent comment est-ce que je peux avoir une aide ménagère? Je n'ai pas les moyens de le payer moi-même. Je me souviens, une fois, je partais de chez un patient et j'ai demandé, bon, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous avant de partir? Rappelez-vous que j'étais assistante sociale et le monsieur m'a dit, est-ce que vous pourriez juste mettre un petit coup de chiffon à poussière sur mon étagère parce que vraiment cette poussière, ça me dérange. C'est là que je mets ma télécommande et ça me gêne. Et, et c'est vrai que c'était un petit peu surprenant, mais voilà, élargir l'offre de services. Et puis autrefois, on avait également plus de programmes hôpital à la maison. Et pour moi, c'était tout à fait efficace, c'est-à-dire que les gens avaient des soins 24 heures sur 24 à la maison. Et ça, justement, ça pourrait faire une transition intéressante vers les soins longue durée. Donc voilà ce qui me vient à l'esprit. Janice, je vais peut-être parler d'un exemple en Nouvelle-Écosse, parce que je sais que les autorités de santé essayent vraiment d'identifier des situations où le client peut être redirigé lorsqu'il sort de l'hôpital. L'idée, c'est, je dirais, en fait, on évalue si le patient a besoin ou pas d'être hospitalisé pour éviter une hospitalisation systématique et pour éviter une admission à l'hôpital et qui pourrait ensuite en fait déboucher sur une entrée en maison de retraite. Donc on se centre, on investit dans des soins et des programmes de haut niveau pour justement essayer d'éviter l'hospitalisation et de rester à la maison. Il y a tout un éventail de soins qui font partie de ce programme et on a certains soins hospitaliers qui peuvent être prodigués à domicile. Mais il faut être beaucoup plus conscient de la diversité, des problèmes de diversité et d'équité qui peuvent limiter ou créer un obstacle à l'accès de certaines personnes aux soins à la maison. Je vais vous donner un petit exemple de mes recherches. Un client qui avait des services de soins à domicile pendant la pandémie. Mais alors, on lui préparait ses repas, mais le client devait avoir la nourriture à la maison. En fait, on ne lui faisait pas les courses. C'était le patient qui faisait les courses et on lui préparait ses repas à partir de là. Mais pendant la pandémie, le coût
se faire livrer les courses à la maison, c'est devenu beaucoup plus cher et pas accessible à une personne à faible revenu. Et donc, ils ont en fait annulé les services de préparation des repas qu'on leur offrait parce qu'ils ne pouvaient pas faire les courses comme ils le faisaient auparavant, parce que c'était devenu trop cher. Donc, vous voyez que là, on a un problème au niveau justement des déterminants sociaux, des problèmes de revenus, également des attentes culturelles. C'est très complexe. Mais ça aussi, ça doit être traité. Il faut se pencher là-dessus. Donc, il y a d'un côté, oui, on a besoin de plus d'investissements pour aider les gens à se maintenir à la maison. Et en même temps, il faut reconnaître parfois que nos services tels qu'ils sont organisés peuvent avoir un impact différent sur les individus selon leurs propres caractéristiques. Très intéressante réflexion, Janice. Et ça rejoint une question qu'on a reçue dans le clavardage. Parfois, on a des gens qui ne sont pas éligibles à des systèmes de soins et parce que pour certaines conditions, les soins ne sont pas les mêmes. Oui, je peux commencer, mais je suis sûre que mes collègues sont peut-être plus sur le terrain. Moi, je pense que dans notre province, on a des spécialistes comportementaux. Donc, c'est difficile de parler du volet sécurité, mais effectivement, c'est une question importante. Il faut reconnaître le lien entre démence et santé mentale et avoir des gens qui peuvent aider les proches aidants à bien comprendre, à naviguer ces situations pour connaître les meilleures techniques, ça peut aider. Pardon. James a levé la main d'abord et puis ensuite, ça sera à vous, Paul. Vous n'étiez pas loin. Ça s'est joué à pas grand-chose. Oui, c'est très compliqué. Jusqu'à récemment, j'ai été consommateur de soins à domicile pour mon grand-père, notamment à la fin de sa vie, où sa démence était de plus en plus difficile à gérer pour l'équipe de soins qui l'entourait. Je sais que ça peut être très difficile. Et en tant que consommateur, moi, j'aurais tendance à dire, bah, c'est comme ça, hein, c'est difficile. C'est un travail très difficile avec des gens dans une situation très difficile, souvent à la fin de sa vie. Mais en même temps, on a aussi de la frustration. Donc, pour moi, une réponse appropriée, ce serait il faut apporter un soutien sur le terrain aux proches aidants qui gèrent cette situation. Parce que on n'aura peut-être pas d'équipe parfaitement dotée avec tous les soignants dont on aurait besoin à cause des problèmes de comportement qui sont associés à la démence. C'est vrai que tout le monde a le droit à la sécurité dans son travail. Donc, si le soignant s'il y a un risque sur le soignant, évidemment, il ne sera pas forcément présent. Mais il faut néanmoins trouver des systèmes alternatifs. Avoir une personne qui sait ce qu'elle fait, qui va venir à la maison, prendre un café, évaluer la situation et mettre en place des ressources qui vont permettre d'être dans une situation durable. Oui, très bonne stratégie, James, effectivement, se centrer sur le proche aidant et évaluer ses besoins et y répondre. Oui, James, merci, c'est une bonne réflexion. On ne peut pas abandonner les gens, ça c'est certain. Donc, les alternatives qui sont offertes le plus souvent, c'est admission dans une maison de retraite médicalisée lorsque les soins ne peuvent pas être fournis à la maison. Alors, pour revenir au départ, qu'est-ce qu'on a
et constaté, lorsqu'on a comparé les profils des gens en maison de retraite médicalisée et à la maison, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes comportementaux, des problèmes cognitifs, de la démence, qui vivent à la maison en toute sécurité et de façon tout à fait correcte. Et on trouve la population similaire en maison de retraite médicale. En fait, on trouve les mêmes résultats. Et ça revient à ce que vous disiez, James. Il faut soutenir les gens à la maison pour les aider à gérer. On ne peut pas simplement dire débrouillez-vous. Non. Et ça demandera peut-être plus de ressources, ça demandera peut-être plus de gens qui se relayent à la maison, mais on ne peut pas abandonner les gens. On ne peut pas. On ne peut pas. Jane, vous vouliez prendre la parole? Oui, merci, absolument. Paul, vous avez raison, on ne peut pas abandonner les gens. Et il faut former également aux soins aux personnes souffrant de démence, parce qu'il y a des recherches, il y a des techniques, il y a des stratégies qui sont bien établies pour les soins aux personnes souffrant de démence. Alors, ça reste très difficile, ça c'est sûr, mais il y a des choses, il y a des formations, il y a des stratégies de soins qui sont efficaces et qui fonctionnent. Et il faut que le proche aidant en soit conscient et qu'on les lui fournisse. C'est les proches aidants, c'est la partie bénévole principale de notre système. James, on a une question dans le clavardage. Est-ce que à quel point notre système de soins à la maison est bien équipé à l'heure actuelle en termes de formation? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce point de vue-là? Alors, la formation des proches aidants, effectivement, ça c'est essentiel, comme l'a dit Jane, hein. Ce sont, de toute façon, c'est eux qui font le travail, quelles que soient les ressources qu'ils ont, quel que soit le réseau dans lequel ils sont. Donc, il faut les former. C'est pas évident, mais leur apprendre comment déplacer le patient, comment lui faire son lit, comment lui changer ses vêtements, ça, ce sont des formations qu'il faut fournir. Si vous êtes proche aidant principal à la maison, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Mais il faut également penser à un niveau un peu supérieur, le régime de planification, alors même que vous faites ce travail dans les tranchées. Il faut également former la personne à réfléchir, à prendre un peu de recul, à se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer après? Moi, par exemple, en tant que proche aidant, je suis au bout de ce que je peux faire, ou presque, et j'ai besoin de plus d'aide. Et quelles sont les avenues qui s'offrent à moi? Et enfin, qui sont possibles. Et enfin, il y a un énorme besoin auquel on ne répond pas, que nous avons identifié au Centre canadien des soins d'excellence sur la santé mentale des proches aidants et l'épuisement des proches aidants. Ça aussi, on peut l'appeler prévention de l'épuisement, on peut l'appeler bien-être, mais en tout cas, quel que soit le nom qu'on lui donne, il faut reconnaître les besoins de ces gens. De ce point de vue-là, ce sont des gens qui souvent sont dans des situations extrêmement stressantes. Il faut leur apprendre donc les tactiques, les stratégies, mais aussi leur permettre d'avoir un tableau un petit peu plus large. On a sur notre site internet un certain nombre de ressources justement sur la formation des proches aidants et qui permettent justement d'intégrer différentes compétences au fur et à mesure des soins. Et puis, il faut qu'il y ait un continuum parce que les besoins du proche aidant aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ses besoins demain. Donc, soudain, si on a besoin d'apprendre à faire quelque chose de plus difficile, il faut rapidement pouvoir avoir accès à une formation qui vous permette d'apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre à ce moment-là. Jane et puis Janice. Et pour ce qui est des ressources, ici à SIR, on a une plateforme des proches aidants qui est une plateforme en ligne de formation, d'éducation. On a des centaines d'articles qui concernent le soin.
Et puis, on a un canal pour les proches aidants avec des vidéos parce que les gens apprennent différemment. Donc, on a des vidéos qui, justement, parlent des choses très concrètes. Par exemple, comment est-ce que je change les draps lorsque quelqu'un est au lit? Les assistantes sociales, elles vont à l'école pour apprendre ça. Voilà, ces compétences très concrètes qui répondent aux besoins des proches aidants. Et moi, ce que j'aime dans ces recherches, c'est également qu'on parle de diversité, puisqu'on parle de diversité et d'inclusion. On a donc, c'est disponible en anglais, en français, en panjabi, en mandarin et en espagnol. Et on a également des formateurs proches aidants qui permettent d'aider lorsque justement en termes de navigation, ce dont on a parlé, navigation au sein du système. Donc voilà, je voulais vous parler de ces ressources qui sont là, qui sont disponibles. Janice? Oui, dans le centre donc, de Nouvelle-Écosse où je suis, on travaille pour les proches aidants de Nouvelle-Écosse pour leur fournir des stratégies qui leur permettent de soutenir les patients. On examine les différents besoins et on se centre vraiment sur l'éducation. Et comme l'ont dit Jane et James, c'est extraordinaire lorsqu'on se penche là-dessus, combien de ressources il y a disponibles sur Internet, parfois dans les universités, c'est le cas en Alberta. On a également des ressources excellentes sur le site Internet de James. On s'est penché également sur les différentes stratégies d'éducation au Canada et à l'international pour les proches aidants. Et il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, on parle de façon générale des proches aidants, quelle que soit la maladie du proche dont il s'occupe. Mais lorsqu'on touche à certaines conditions plus particulières, la démence par exemple, ou l'autisme, ou le cancer, on a des fondations également plus spécifiques qui fournissent de la formation, de l'éducation pour les proches aidants. Donc, on essaye d'identifier quelle est la meilleure façon de procéder. Comme l'a dit James, en tout cas à un moment donné, parce que les choses changent, mais comment s'assurer que les proches aidants trouvent ce dont ils ont besoin dans toute cette multitude en fait, de sources d'informations. Parfois, on dit on a besoin d'une checklist, mais il y en a des milliers. On a surtout besoin de soutien et d'aide. Et c'est James qui a dit, je crois, on a besoin d'évaluer les besoins des proches aidants, comprendre comment ce qu'ils font les affecte. Est-ce que ça affecte ma propre santé, par exemple? Quand est-ce que je vais devoir m'arrêter de fournir ces soins? Parce que ça aussi, hein, c'est quelque chose, on est on ne doit pas partir du principe que les gens vont faire ça indéfiniment. Souvent, lorsque les patients sont adressés en maison de retraite médicalisée, c'est parce que le proche aidant ne peut plus continuer son travail. Donc ça aussi, il faut le savoir. Et de ce point de vue, l'éducation peut être essentielle, mais elle doit aller de pair avec des services. Oui, merci beaucoup, Janice. Effectivement, euh, je pense qu'il y a consensus. Là-dessus, l'éducation des proches aidants, c'est essentiel. Alors, Paul, on a parlé de cohérence, de transition, du rôle des proches aidants. On a eu beaucoup de questions également sur la main-d'œuvre, le rôle des syndicats, comment est-ce qu'on assure une main-d'œuvre plus stable. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui en vous basant sur vos recherches et votre expérience? Oui, j'ai mentionné en fait donc plaidoyer pour du financement pour qu'on soit plus flexible et qu'on puisse répondre davantage aux besoins. Ça ne veut pas forcément dire plus de financement, mais de meilleur financement. Alors ça peut aussi peut-être vouloir dire plus. Mais en tout cas, il faut que ça soit mieux organisé, plus continu. Il faut s'éloigner de l'approche partielle.
qui n'est pas bonne. Voilà, ce qui est pour moi émerge de notre conversation et je m'arrête ici. James, c'est à vous. Oui, merci. Oui, je pense que là, je vais être d'accord avec mes amis des syndicats. On ne peut pas parler de ce problème sans parler des salaires. Les salaires sont beaucoup trop bas, les conditions de travail ne sont pas appropriées, on a trop de travail à temps partiel. Par exemple, en Ontario, par exemple, on vous rémunère pas pour le temps de trajet entre différents clients, accès à la retraite, etc. Et tout ça sont des choix de politique publique qui ont été faits par un gouvernement pour payer une somme X plutôt qu'une somme Y. Tout ça a été défini par des contraintes budgétaires, mais le fait, c'est que ce sont des métiers difficiles. Si vous voulez que les gens les fassent et continuent à les faire, en fassent leur carrière, il faut les payer correctement et faire en sorte que ce soit possible d'avoir une bonne qualité de vie tout en faisant ce travail essentiel sur le terrain. Merci, James. À vous, Jane. Et Janice, vous aurez le mot de la fin. Jane. Oui, j'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, hein. Je suis d'accord sur ce qui a été dit, effectivement, ce dont James a parlé, et puis ce qu'a dit Paul, hein. Il faut qu'on ait une approche plus flexible, plus réactive aux soins de santé qui permettent de répondre aux besoins des proches aidants et des clients. Janice, qu'est-ce que vous retenez de nos discussions aujourd'hui? Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut soutenir les travailleurs avec davantage avec des salaires et des conditions de travail qui soient bien meilleures. Avoir, ça améliorerait donc la continuité de ces travailleurs pour le client. Il faut également mettre les proches aidants au centre de notre système avec un soutien tangible. Il faut reconnaître qu'ils sont uniques, qu'ils sont tous différents, que leurs situations sont uniques et différentes également. Et accorder une attention particulière euh, au fait que les situations sont différentes. On peut être proche aidant auprès d'une personne aînée, mais également d'un enfant, et que les difficultés qui se posent dans ce cas ne sont pas les mêmes. Paul a dit tout à l'heure que il ne faut pas toujours aller vers la solution la moins coûteuse. Au contraire, il faut qu'on accorde de la valeur à ces solutions parce que ça leur permet de rester à la maison. Euh, L'idée, c'est pas on fait simplement ça pour pas que les gens aillent en maison de retraite, mais comment est-ce qu'on va vraiment les soutenir dans leur environnement pour qu'ils aient la qualité de vie qu'ils méritent. Et je vais m'arrêter là. Merci, Janice. Oui, effectivement, comme l'a dit Paul, il s'agit de soins qui touchent vraiment à la vie des gens. Et c'est ce que je retiendrai aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous pour cette conversation. J'espère que nos participants ont trouvé ça aussi intéressant que moi. Vous allez recevoir un courriel de suivi avec donc l'enregistrement que vous pouvez partager avec qui vous voulez. Vous allez également recevoir un résumé avec un certain nombre de liens et de ressources. Et si vous voulez en savoir plus sur ESC, vous pouvez vous inscrire à notre lettre d'information. Merci beaucoup à Jane, Janice, James et Paul pour cette conversation passionnante. Je pense qu'on est bien parti pour faire du bon travail au cours des années à venir. Merci beaucoup. Merci Tania.